On poursuit avec l'analyse de Jean Messia. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour aux auditeurs. Je vous souhaite une joyeuse journée internationale des migrants, Jean Messia. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à un cadeau pour la célébrer. Pourquoi ne pas offrir un billet retour à tous les migrants pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine? Ça serait un cadeau de valeur, à la fois pour les migrants et pour les pays d'accueil qui, aujourd'hui, ne sont plus en mesure d'accueillir toute la misère du monde. Mmh. Donc, ça serait un bon compromis, je pense. Bah, je suis d'accord et puis, enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs qui expliquent souvent que la France, c'est terrible et qu'en fait, leur rêve, c'est quand même le bled parce qu'au bled, c'est tellement toujours mieux qu'on pourrait effectivement leur offrir peut-être des vacances, prolongées, à durée indéterminée, au bled, effectivement. Bah, c'est-à-dire, c'est toujours fascinant, si vous voulez, de voir des gens parcourir des milliers de kilomètres et payer des milliers d'euros pour venir s'installer dans un pays dont ils traitent la population de raciste et de haineuse. J'ai envie de leur dire, il aurait mieux fallu envoyer un mail. Ça aurait été plus confortable et moins onéreux pour tout le monde. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même, sur la façon dont on crée ces journées, internationales, Jean Messia, ces journées internationales pour les migrants, des journées internationales, de l'accueil, enfin toujours, énormément d'idéologie, dans ces journées-là. Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette façon de célébrer ce qui, en plus, la plupart du temps, est par ailleurs présenté comme étant un drame, humain, hein? Bah, d'abord, oui, il y a quelque chose presque d'indécent, si vous voulez, à dire d'un côté, ce qui est juste, hein. Moi, je ne nie pas et personne ne peut nier que sur la planète, il y a des malheurs humains profonds liés aux guerres, liés aux Mmh. famines, liés aux difficultés économiques et que, effectivement, je ne nie pas non plus que des gens veuillent aller chercher meilleure fortune ailleurs. C'est quelque chose d'humain que tout être humain est en mesure de comprendre. Ce que je comprends moins, si vous voulez, c'est pourquoi sacralise-t-on le droit de certains peuples à émigrer, donc à quitter leur pays pour tout un tas de raisons, mais principalement des raisons économiques, il faut bien le dire, tout en déniant le droit des peuples d'accueil à défendre ce qu'ils sont chez eux et à ne pas vouloir accueillir la terre entière sur leur territoire. Bah, si on parle de droit des peuples, je suis désolé, mais les Français, c'est un peuple comme un autre. Les pays occidentaux, les pays européens, ce sont des peuples comme les autres qui ont eux aussi, n'en déplaise à certains, des droits. Ils ont les droits de défendre ce qu'ils sont chez eux. Voilà. Donc, d'un côté, on dit qu'effectivement c'est un drame humain, et de l'autre côté, on en fait des journées pour les célébrer. Donc, allez comprendre. Ce que je veux vous dire par là, vous avez dit un point extrêmement intéressant quand vous avez parlé d'idéologie. Je Mmh. pense que cette journée est un peu l'excroissance idéologique du modèle, du paradigme économico-politique qui nous régit depuis maintenant une cinquantaine d'années, qui est justement un paradigme sans frontiériste, d'une société liquide, d'une société où tout le monde bouge au gré du vent, où il s'agit d'écrêter, d'araser toute forme de différences culturelles, de différences nationales, de différences historiques, de différences linguistiques, et de faire en sorte que le monde entier ne soit plus qu'un gigantesque marché dans lequel les individus devenus uniquement agents économiques peuvent, au gré des opportunités, partir et s'installer où ils veulent. Je suis désolé, mais pour paraphraser le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Bon, les œufs durs étant les nations, avec leurs racines, leur identité, leur spécificité, leur particularisme. Qu'il y ait un étage marchand, évidemment, je veux dire, le monde a toujours commercé avec les différences nationales qui ont été les siennes depuis la nuit des temps. On n'a pas besoin, si vous voulez, de supprimer totalement les différences nationales, à supposer que ça soit souhaitable, pour laisser libre cours uniquement à une société, à un monde qui ne serait que marchand et où la seule valeur devant laquelle on se prosternerait, la seule idole devant laquelle on se prosternerait, c'est Mammon, le dieu de l'argent. Bon, donc, si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs tout part de là, l'immigration au départ, hein, en tout cas dans les pays occidentaux,
l'accueil des immigrations est basé sur une problématique économique. Donc c'est effectivement les grandes entreprises au départ, dirigées sans doute par la reconstruction de la France, même très certainement, qui ont accueilli effectivement une main-d'œuvre jugée pas peu chère, corvéable, malléable, qui était censée contribuer à la reconstruction de notre pays après les catastrophes, la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est, je dirais, une immigration de travail qui était une immigration temporaire, et ça, après tout, personne ne s'y oppose, même pas l'Italie de Giorgia Meloni, qui effectivement a régulé l'immigration par des contrats de travail temporaires permettant, je dirais, de pourvoir à des besoins, comment dirais-je, ponctuels, circonstanciés, qui n'a rien à voir en fait avec l'immigration définitive, l'immigration de peuplement, où des gens viennent, s'installent définitivement et finissent par demander une nationalité qu'un système peu regardant sur une assimilation qu'ils considèrent presque comme du fascisme va leur donner. Et in fine, on se retrouve dans des pays européens avec plusieurs peuples sur le même territoire national. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration est un phénomène protéiforme. Je veux dire, il y a effectivement les gens qui viennent de manière pour 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans sur des contrats temporaires dont l'objectif est qu'ils repartent chez eux une fois que le contrat est terminé. Et puis, vous avez les immigrations définitives. Malheureusement, au tournant des années 80, nous sommes passés d'une immigration de travail, d'une immigration temporaire qui n'avait pas vocation à rester sur le territoire national, à une immigration définitive, toujours pareil, sous la pression du MEDEF, qui, à l'époque, c'est le CNFP pour les plus anciens, qui militait en disant les ouvriers qui viennent, on les forme, ça nous coûte de l'argent de les former sur comment dirais-je, sur les chaînes de production, et au moment où ils sont les plus productifs, il faut les laisser repartir. Et le MEDEF, à l'époque, expliquait que comme les économies s'internationalisaient, qu'on s'ouvrait, qu'il y avait une vraie problématique de compétitivité, bah, ceux qu'on payait pour être formés sur les chaînes, il fallait mieux qu'ils restent et qu'on fasse venir, pour le coup, leur famille sur notre territoire, pour les fidéliser en quelque sorte. C'est comme ça que ça a commencé. Mm. Et donc, si vous voulez, la droite libérale qui a milité pour cette immigration pour des motifs économiques, pour cette immigration de peuplement, cette immigration de famille, et non plus d'une immigration individuelle, a rejoint une gauche qui, elle, par internationalisme et par humanisme, elle aussi militait pour l'ouverture des frontières. Alors, dans la gauche, il y avait aussi la France est un pays raciste, la France est un pays antisémite, la France c'est Vichy. Enfin bon, tout le bréviaire du livre abominable de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, qui vous explique qu'en gros, aux Olympiades de l'horreur, la France est le pire pays du monde. Et donc les deux, la droite et la gauche, pour des motifs, comment dirais-je, différents, ont œuvré pour installer sur notre sol des immigrations définitives qui allaient bien au-delà de la capacité d'absorption identitaire de la France. Et donc, comme ces gens étaient voués à rester, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, il y a quelque chose dont on parle beaucoup moins et dont j'aimerais aujourd'hui également parler, c'est la folle politique de naturalisation, qui est tout aussi folle d'ailleurs que la politique d'immigration, et qui a en quelque sorte grimé en français des gens qui n'ont rien à voir avec la France et qui, parfois, avant que Sarkozy ne mette de l'ordre en 2011 uniquement sur la politique de naturalisation, je précise, ne parlaient même pas français. Mm. Et donc, voilà comment aujourd'hui nous avons des gens qui en fait restent des immigrés dans leur tête, des éternels immigrés. Ils sont fiers d'être tunisiens, fiers d'être algériens, fiers d'être marocains, fiers d'être maliens, fiers d'être afghans, mais qui, portant la nationalité française, ne s'expriment jamais sur la fierté d'être français. C'est-à-dire qu'on nous bassine en permanence avec leurs origines, ceux dont les Français n'en ont strictement rien à talquer. En revanche, ils ne parlent jamais de la fierté de porter notre citoyenneté, de porter notre nationalité. Voilà le drame. Donc, si vous voulez, cette journée internationale des migrations, c'est au fond présenter
sur uniquement les pays d'accueil, hein, jamais les pays de départ, bizarrement. Présenter les pays d'accueil comme des gigantesques Airbnb, des gigantesques hôtels où les gens, n'importe qui, venant de n'importe où, s'habillant, se comportant et parlant n'importe comment, finalement est français. Voilà. Et donc, à un moment, si vous voulez, moi, je crois qu'il faut maintenant, avec notamment l'arrivée de Trump au pouvoir et le changement paradigmatique progressif par lequel on quitte ce monde immigrationniste, sans frontiériste, comment dirais-je, liquide, vers un retour aux États-nations, ce que j'appelle moi le retour au monde néo-westphalien, des traités de Westphalie de 1648 qui ont instauré les États-nations, les frontières, etc. Nous sommes en train d'y revenir. Eh bien, je propose désormais que la Journée internationale des migrants soit remplacée par la Journée internationale des États-nations et revenir à un concept qui, au fond, est assez consensuel, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais à la différence des autres, j'y inclus, moi, le droit des peuples européens et occidentaux à disposer d'eux-mêmes et leur droit eh bien, à défendre ce qu'ils sont et à rester propriétaires chez eux de leur pays. Mmh. Dans cette journée internationale des migrants, Jean Messia, il y a aussi la volonté d'invisibiliser complètement toutes les conséquences de cette immigration. Et en fait, ça témoigne simplement de la pudeur qu'on a encore à nommer les choses, que ce soit en termes économiques, en termes sécuritaires. Il y a encore un énorme tabou et je pense qu'aujourd'hui, si nos politiciens acceptaient de mettre en lumière tout ce que nous coûte pas seulement sur le plan financier, encore une fois, mais aussi moral, éducatif, tout ce que nous coûte cette immigration, eh bien, on ne fêterait peut-être pas cette journée de la même façon. Bah, vous avez tout à fait raison, parce que dans le modèle économique que j'ai détaillé en exergue à mon propos, c'est-à-dire faire venir des familles afin de fidéliser l'ouvrier étranger à son poste, qui était la logique sur laquelle s'est construite cette immigration massive, en réalité, qu'est-ce qui se passe encore d'un point de vue économique? C'est-à-dire que les entreprises internalisent les rentes et les avantages d'avoir une main-d'œuvre peu payée, malléable, corvéable, etc., tout en socialisant les coûts. Mmh. C'est-à-dire qui loge ces étrangers, qui les soigne, qui les éduque, qui gère l'insécurité qui en découle. Eh bien, ce sont les Français, c'est l'État, c'est-à-dire l'impôt des Français. Donc cette logique économique carnassière, vorace, qui consiste à tirer profit de la force de travail d'individus pour accroître la plus-value, pour parler comme Karl Marx, tout comment dirais-je, en déléguant tous les coûts afférents de cette logique à l'ensemble de la société. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, en fait, cette idéologie immigrationniste s'est construite sur un mensonge. Le mensonge qui consiste à dire que l'immigration est toujours et partout une chance et une richesse pour la France. Et évidemment, est-ce que vous avez... Alors, vous êtes un peu jeune, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais parmi vos auditeurs, je vous posais la question, est-ce qu'un jour vous avez entendu à la radio de l'Union soviétique, à la radio d'État, ou même dans la presse soviétique, des gens dire que l'idéologie soviétique était économiquement improductive? Jamais. Jamais les défauts de l'idéologie communiste n'ont été révélés, n'ont été éventés par l'État soviétique. Et vous savez, l'immigration fonctionne exactement comme une idéologie. On part du postulat que c'est une chance, c'est une richesse, et tout ce qui, dans la réalité, vient percuter et vient contredire ces deux leitmotifs est immédiatement démenti, invisibilisé, fardé, déformé, pour que les gens, finalement, eh bien, ne se réveillent pas. Or, si on prend juste la réalité, est-ce que l'immigration est une chance et une richesse? Je considère aujourd'hui, compte tenu de l'état de la France, de son malaise identitaire, de son économie chancelante, de sa dette himalayenne, aujourd'hui, l'immigration est davantage une chance pour ceux qui haïssent la France, pas pour la France. Oui, puisque ça C'est la terminé, ça. déconstruit complètement. Donc, effectivement, pour Exactement. ceux qui œuvrent à cette déconstruction, l'immigration, c'est du pain béni. Mais c'est ce que je dis toujours, si vous Mmh. voulez. Il y a un système antinational, comme son nom l'indique, dont l'idéologie est de détruire la France.
Emmanuel Macron étant le dernier avatar, le liquidateur en chef et le liquidateur suprême de la France qui est censé terminer le boulot fait avant lui par les présidents successifs. Et donc, dans cette entreprise de destruction de la France par le haut, c'est-à-dire par les élites gaucho-progressistes antinationales qui nous dirigent depuis une cinquantaine d'années, l'immigration par le bas, les immigrations haineuses de la France sont un allié et un supplétif précieux. Et en réalité, la France est prise dans ce ciseau, elle est prise dans cette tenaille entre le haut des dirigeants qui nous trahissent et qui trahissent la France pour la détruire, et par le bas, des immigrations qui sapent l'identité, qui sapent nos racines, qui sapent notre histoire et qui veulent, avec la bénédiction et les encouragements des élites politiques, médiatiques, etc., tout simplement en finir avec la France. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui pour les Français de se réveiller parce que, vous savez, la disparition d'un pays n'est pas du tout un fantasme, hein. Je suis moi-même issu d'un pays, l'Égypte, pour ne pas le nommer, une Égypte qui, pendant 7 siècles après la chute des pharaons, était une Égypte chrétienne, une Égypte copte. Et puis un jour, l'Égypte a cessé de devenir chrétienne et copte. Elle a été envahie, elle a été islamisée. La langue copte, qui était la langue de l'Égypte pendant plusieurs siècles, sinon pendant plusieurs millénaires, a disparu. Ça a été arabisé, islamisé. Et aujourd'hui, les propriétaires originels de l'Égypte sont minoritaires dans leur propre pays et persécutés dans leur propre pays. Donc, ce que je raconte pour la France, ce que je crains pour la France n'est pas un fantasme. Oui. C'est déjà arrivé dans d'autres contrées et dans d'autres pays. Et donc, il faut que les Français se réveillent, il faut que les Français prennent la mesure de la menace existentielle qui les guette. L'immigration aujourd'hui n'est pas une chance, l'immigration aujourd'hui est le poison mortel qui peut tuer définitivement un pays. Et lorsqu'un pays meurt, plus aucune politique, plus aucune mesure, plus aucune stratégie ne peut le ressusciter. Contrairement à tous les autres problèmes dont on nous dit que c'est des problèmes prioritaires, comme le pouvoir d'achat, la dette, la réindustrialisation, etc. Tout ça se règle. Mm. La seule chose qui ne se règle pas, c'est un pays qui cesse d'être ce qu'il est. Oui, bien sûr. Jean Messia, vous avez commencé par une boutade sur le fait qu'on pouvait justement offrir un billet d'avion à tous ces migrants. Donc évidemment, vous faites allusion à la remigration. Puisque vous, justement, vous êtes quand même formé en économie et que c'est ce dont on parle beaucoup dans cet entretien aussi, on entend souvent cet argument de la remigration, c'est impossible, et donc notamment parce que ça nous coûterait trop cher, on n'a plus les moyens de tout organiser. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Écoutez, je pense que répondre d'une manière théorique, ça laisserait les gens sur leur faim Mm. et ça permettrait toujours des contre-arguments. Prenons les choses d'un point de vue concret. Il y a quelque chose, une politique qui est en train de réussir sous nos yeux, c'est celle de Donald Trump. Je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'en avais dit un mot à votre antenne. Donald Trump aujourd'hui, d'ailleurs vous apercevez que les médias français ne font pas une grande publicité sur ses succès, puisque ça viendrait encore une fois démentir leurs œillères idéologiques. Donald Trump est en train de réussir sur la question migratoire. Il y a déjà depuis janvier, donc depuis sa prise de fonction aux États-Unis, il y a déjà près de 300 000 personnes qui ont été rémigrées. Ça, c'est l'effet direct de la politique, puisqu'il a créé en plus une police de la rémigration qui arrête les clandestins et qui les renvoie chez eux. Ça, c'est l'effet direct. Mais ce dont on parle moins, c'est les effets induits. C'est-à-dire que lorsque les images des arrestations de la police de la rémigration ont circulé sur les réseaux sociaux, ça a spontanément généré près d'1 million de départs volontaires de migrants installés aux États-Unis qui ne voulaient pas se voir arrêtés et jetés dans un avion de force et contraints. Donc ils ont pris par eux-mêmes l'initiative de repartir. Et des études américaines très sérieuses estiment à près de 2,5 millions les candidats à l'immigration aux États-Unis qui ont renoncé à leur projet en voyant ce qui se passe pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire américain. Donc vous savez, comme disait le général de Gaulle, les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas.
Il est évident qu'un système qui ne cesse de vous répéter que tout est impossible, il ne risque pas d'emporter des victoires. Mmh. Il est vrai que lorsqu'on décrète une guerre contre un problème, ça ne garantit pas de réussir. Mais ne rien décréter garantit d'échouer. Donc, il faut évidemment tenter cela. Et je terminerai mon propos en disant que en France, un parti qui se prétend national et patriote et qui n'a pas comme mesure dans son programme la rémigration est un parti patriote et national contrefait. Mmh. Parce qu'on ne se sortira pas du problème migratoire français uniquement en stoppant l'immigration. Il faut évidemment renvoyer par cercle concentrique les clandestins, ceux qui sont de manière irrégulière sur le territoire, les OQTF, dont les OQTF évidemment, tous ceux qui ont des titres de séjour réguliers de résidents, mais qui soit ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux, on n'est pas obligé de renouveler un titre de séjour. Nous avons pris l'habitude en France que les cartes de résidents sont automatiquement renouvelées. Aucun pays au monde fait ça. Bien sûr. Tout pays au monde, quand quelqu'un est sur le territoire et qu'il ne trouve pas de travail au bout de 3 mois, son titre de séjour est arrêté et est stoppé, non renouvelé, et il est prié de quitter le territoire. Manu militari. Bon, il faut que la France reprenne en main sa politique de carte de séjour, qui n'en est plus une aujourd'hui. Et enfin, les binationaux qui commettent des crimes graves, qui commettent des atteintes à la sûreté de l'État, dont il est avéré qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, doivent être déchus de leur nationalité française et rémigrer dans leur pays d'origine. Un parti qui n'a pas dans son programme une politique de rémigration claire ne peut pas être qualifié de parti patriotique ou de parti national. C'est en réalité ce qu'on appelait naguère un parti jaune, comme on appelait un syndicat jaune, c'est-à-dire un syndicat qui a qui a les mots du patriotisme, qui a la forme du patriotisme, mais qui n'est pas patriote. Ouais. Au-delà de toutes ces données plutôt juridiques et judiciaires, Jean Messia, il y a évidemment des critères en termes d'intégration à évaluer. Et je pense que là, il y a aussi énormément d'immigrés, mais qui sont parfois là depuis des générations, qui choisiront de s'en aller si demain ils n'ont plus accès à la nourriture qu'ils souhaitent manger, à l'éducation qu'ils veulent, souvent musulmane pour leurs enfants, si on ne leur autorise plus à pratiquer la monogamie, ce genre de choses. Parce que, évidemment, on nous dira, par exemple, la monogamie, oui, c'est interdit en France. Mais en réalité, on voit que déjà la question fait débat. Et par ailleurs, c'est pas pour ça que certains s'en privent. Disons que votre question touche quelque chose de beaucoup plus large, touche à l'identité, c'est-à-dire qu'on ne combat pas un J'ai dit la suprémacisme. monogamie, c'est la polygamie, évidemment. Ouais, ouais, la polygamie, j'ai bien compris. Le problème, c'est qu'on ne combat pas un suprémacisme identitaire avec de prétendues valeurs de la République dont personne d'ailleurs ne définit le contenu. C'est quoi les valeurs de la République qu'est-ce que c'est les valeurs de la Mm. République? Et de quelle République parle-t-on au juste? C'est les valeurs de la République islamique? C'est les valeurs de la République populaire? Non, c'est les valeurs de la République française. Bizarrement, ceux qui parlent de valeurs de la République, ils décapitent le qualificatif de français parce qu'ils ne veulent pas que la République soit française. C'est déjà un grand signe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le cran d'arrêt à tout, comment dirais-je, les irrédentismes alter-identitaires, c'est d'affirmer toujours et partout l'identité française. En France, on ne se voile pas. En France, on ne prie pas dans la rue. En France, on ne fait pas d'appel à la prière publique à partir de mosquées. Et donc, en fait, ces suprémacismes identitaires et religieux ne sont forts que de nos faiblesses. C'est-à-dire que le jour où nous aurons en France un pouvoir national qui mettra un cran d'arrêt juridique, qui mettra un cran d'arrêt identitaire à l'ensemble de ces tentatives de conquête religieuse, eh bien la chose se réglera. On combat pas l'islamisation d'un pays par la République qui n'est jamais qu'un contenant. On combat l'islamisation de la France par la réaffirmation des valeurs de la France, des racines de la France, dont le christianisme est évidemment un môle important. Voilà. Pourquoi les sociétés islamiques ne connaissent pas de christianisation ou ne connaissent pas de changement, comment dirais-je, identitaire?
tout simplement parce que ce sont des sociétés extrêmement homogènes, extrêmement fortes, qui ont des anticorps identitaires extrêmement puissants. Allez essayer d'installer 3 ou 4 églises au Maroc en faisant sonner les cloches, ou en Algérie. Mhm. Vous aurez immédiatement une révolte généralisée de la population, parce que ça, c'est un point très important. On vous dit, ah oui, mais il n'y a aucune loi en France qui interdise le voile islamique. C'est tout à fait exact, mais il n'y a aucune loi au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie qui interdise à quelqu'un de se balader en costume de croisée dans la Médina ou dans la Casbah. Est-ce que pour autant, si quelqu'un se balade en costume de croisée dans la Casbah ou dans la Médina, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Il serait immédiatement pourchassé et il serait probablement renvoyé en France en 36 colis. Bon, et il n'y a pour autant pas de loi qui interdise de se vêtir de cette façon. Ça veut bien dire que la question identitaire ne se réduit pas à une question juridique, qu'il y a évidemment dans chaque peuple une forme de défense naturelle, pavlovienne, instinctive Mm. de ce qu'ils sont par rapport à des menaces identifiées comme pouvant altérer ou changer l'identité d'une nation. Alors, les mêmes trouvent ça extraordinaire que quand on se balade avec un voile islamique dans la rue, les gens vous regardent de manière étrange. Ben, excusez du peu, excusez du peu. Si on adopte un accoutrement choquant dans un pays arabe, ça sera autre chose qu'un regard étrange. Ouais. Donc, il faut raison garder. On ne peut pas se déguiser en bédouin du 8e siècle au milieu d'un pays qui est un pays occidental en 2025 et s'étonner que les gens vous regardent de traviole. Enfin, c'est quand même le minimum de défense identitaire par rapport à ce qu'on est chez nous. Bien sûr. Et par rapport à ce que on ne veut pas voir arriver massivement chez nous. Donc, je dirais que si on remplace dans notre discours le mot France ou français par le mot marocain, marocaine, Maroc, ou par le mot algérien, algérienne, Algérie, ben vous vous rendez compte qu'en fait, le discours que nous avons en France, c'est exactement le même discours adopté par tous les pays du monde, à commencer par les pays arabo-musulmans qui sont très identitaires et très souverainistes chez eux. Mm. Donc on ne peut pas considérer comme anormal des choses qui sont applaudies dans les autres pays. Merci Jean Messia pour cette dernière analyse avant Noël. Encore une fois, voilà, en cette journée internationale des migrants, on aura rappelé qu'un migrant, s'il est venu, il peut aussi repartir. On n'en attendait pas moins de vous. Merci. Je vous souhaite un très joyeux et saint Noël, Jean Messia. Et puis, on se retrouve en janvier, en pleine forme.